Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire. Résolution de la crise libyenne. La commission militaire mixte libyenne et des responsables militaires et sécuritaires réaffirment leur engagement à sécuriser les prochaines élections. Ils étaient réunis ce samedi 8 avril en présence du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Libye, Abdoulaye Bathily. La Tunisienne Ons Jabeur prend sa revanche face à la Suissesse Belinda Bencic et remporte le tournoi de Charleston aux États-Unis. La 4e mondiale s'est imposée en 2-7, 7-6, 6-4. Et puis, retour sur la première édition du BELIEF, le Brazzaville International Leadership Youth Forum, qui a réuni les 30 et 31 mars dernier environ 500 jeunes, des leaders, des innovateurs et célébrités africaines. L'événement a permis aux participants d'échanger autour des défis de développement de l'Afrique et de susciter leur implication. Pour en parler, nous recevons la personne à l'origine de cette initiative, Précieux Maswemi. Mais tout d'abord, le Cameroun souhaite réintégrer l'AGOA, l'initiative commerciale phare des États-Unis avec l'Afrique. C'est un dispositif qui permet aux pays éligibles d'exporter vers les États-Unis sans droit de douane. Selon le ministre camerounais de l'économie, Alamine Ousmane, qui souhaite relancer les négociations avec Washington, la réintégration du Cameroun au sein de l'AGOA serait l'un des moyens pour éviter son surendettement. Pour rappel, l'ancien président américain Donald Trump avait retiré le Cameroun de la liste des pays bénéficiaires de l'AGOA fin 2019 en raison de violations flagrantes et persistantes des droits de l'homme par les forces de sécurité camerounaises en rapport avec la crise anglophone. Depuis 2017, des milices sécessionnistes affrontent les troupes gouvernementales dans les 2 régions anglophones du Cameroun, conflit qui a déjà fait des milliers de morts et déplacé près de 800 000 personnes. En présence du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Libye, Abdoulaye Bathily, la commission militaire mixte 5+5 a organisé les 7 et 8 avril dernier une réunion à Benghazi avec plusieurs responsables militaires et sécuritaires des différentes régions de la Libye. Objectif, renforcer la confiance entre les chefs militaires et sécuritaires en vue d'appuyer le processus politique et aller de l'avant avec la création d'un environnement propice à la tenue d'élections libres et équitables au cours de cette année. Les participants ont notamment réaffirmé leur disponibilité à sécuriser toutes les étapes des élections et exhorté à soutenir les efforts portant sur le retrait des mercenaires et des combattants étrangers. Les précisions de Marcel Kouassi. En Libye, le chef de la mission d'appui des Nations Unies, Abdoulaye Bathily, a appelé lors de son discours à la réunion de la commission militaire mixte 5+5 à Benghazi, les chefs militaires et de sécurité à faire preuve d'engagement pour la création d'un environnement propice aux élections et au retour en toute sécurité des personnes déplacées et la libération des détenus. Nous savons tous que la résolution complète de la crise libyenne et de l'impasse politique actuelle nécessite du temps, de la persévérance et de la patience. Cependant, je suis sûr que votre coordination et votre coopération continue représentent une excellente occasion de maintenir le dialogue, de renforcer la confiance et d'échanger des vues sur la manière de fournir une base solide pour une résolution politique qui aboutisse à la résolution de la crise libyenne en créant un environnement propice à des élections inclusives, libres et équitables en 2023. En plus de la facilitation et de l'adoption du cadre juridique pour la tenue d'élections en 2023, l'initiative clairement détaillée par le chef de la mission d'appui des Nations Unies est également destinée à fournir une plateforme pour la progression du consensus sur des questions connexes. La création d'un environnement propice au bon déroulement des élections appelé par le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU peut passer par, premièrement, la réunification rapide des 2 grands états-majors militaires du pays qui s'affrontent. Deuxièmement, le désarmement forcé ou négocié des milices armées que nous évoquons plus haut, qui sont rattachées souvent à l'un ou l'autre des 2 grands états-majors. Troisièmement, on peut envisager l'organisation des procès
pour les chefs de guerre reconnus coupables des crimes de guerre et de crimes contre l'humanité comme mesure dissuasive de reprise des armes. Et en quatrième point, il faut absolument que l'on aborde la question des mercenaires, ces combattants militaires d'origine étrangère qui viennent donc entretenir et alimenter cette confusion armée à l'intérieur du territoire libyen. Il est à noter que les participants à cette réunion ont exprimé leur plein attachement aux conclusions du dialogue entre la commission militaire mixte 5+5 et les responsables militaires et sécuritaires à Tunis et Tripoli. Ils réaffirment également leur soutien à la sécurisation de toutes les étapes des élections. Avec une population de plus de 6 millions d'habitants, la Centrafrique se classe au bas des indices du capital humain et du développement humain, 188e sur 189 en 2022. Si l'exécutif est pointé du doigt, le président Faustin Archange Touadéra fait notamment part des difficultés auxquelles son pays fait face, tant sur le plan sécuritaire qu'humanitaire. Avec 71% de la population vivant sous le seuil de pauvreté, certains observateurs restent sceptiques sur le bilan de son second quinquennat. Le point avec Joël Ballot. Le 30 mars 2023, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a célébré l'an 2 de son deuxième quinquennat. Réélu à l'issue des élections de décembre 2020, il a prêté serment le 30 mars 2021. Malgré son engagement pour le relèvement du pays, les différentes crises sécuritaires, humanitaires ont mis à mal ses efforts, d'où certains observateurs estiment que ce bilan reste mitigé. J'ai bâti ma vision sur l'urgence de construire une nouvelle Centrafrique débarrassée des démons de la violence, une économie résiliente, portée vers un avenir meilleur. À travers cette vision, j'ai voulu, par-dessus tout, renouer avec les valeurs profondes de notre société. Selon les données de la Banque mondiale, en 2022, la Centrafrique se classe à la 188e place sur 189 du classement de l'indice de développement humain au monde. L'institution de Bretton Woods estime qu'environ 71% de la population vivait en dessous du seuil international de pauvreté. Pour le chef de l'État, cette situation se justifie entre autres par l'ingérence internationale et l'absence d'exploitation des ressources naturelles dont regorge le pays. La République centrafricaine est un pays pauvre. Pourtant, elle dispose d'énormes potentialités naturelles qui sont des trésors inexploités, faute d'infrastructures, manque de financement et à des ingérences étrangères sur fond de néocolonialisme, de lutte géopolitique et géostratégique entre les grandes puissances. Dans son discours de circonstance, le président a énuméré plusieurs autres défis, dont l'un qui s'inscrit dans sa profession de foi. Il s'agit de la santé. Son objectif est de réduire la mortalité maternelle et infanto-juvénile qui monte en puissance en Centrafrique. Un événement par les jeunes et pour les jeunes qui s'est tenu les 30 et 31 mars à Brazzaville. Il s'agit de la première édition du Forum international des jeunes dirigeants. Plus de 500 participants étaient au rendez-vous. Objectif affiché, susciter des vocations et inciter les jeunes Africains à passer à l'action au niveau de l'entrepreneuriat. Graziella Tchakounte. Les jeunes sont les seuls capables de réinventer l'avenir. C'est fort de ce constat qu'a été initié le BILIF, le Brazzaville International Leadership Youth Forum, qui s'est tenu pendant 48 heures dans la capitale congolaise. Un choix à la fois symbolique et stratégique, puisque Brazza-la-Verte est également considérée comme une des capitales de la jeunesse africaine. Ont pris part à cet événement plusieurs responsables politiques du Congo et d'ailleurs, mais aussi des opérateurs sociaux, économiques et institutionnels venus partager leur expérience. Un panel diversifié à la hauteur de la pluralité des enjeux, avec en ligne de mire l'éclosion d'une jeunesse africaine inspirante, entreprenante et résiliente. Vous nous avez fait comprendre que l'objectif principal que vous poursuivez est la construction d'une jeunesse forte et solidaire pour relever les défis du développement économique, social et politique de votre continent.
Pour cela, chers jeunes, il vous faut créer des conditions pour l'émergence d'une jeunesse bien formée qui œuvre pour l'atteinte de vos objectifs spécifiques. Et au nombre de ces objectifs spécifiques, l'éducation, la paix et la sécurité, l'économie numérique, le développement durable, l'engagement citoyen, mais aussi et surtout l'entrepreneuriat. À ce propos, les jeunes ont été invités à passer du rêve à l'action, à l'heure où plus de 70% d'entre eux envisagent de créer leur propre entreprise. Il est temps d'une conscience collective, la conscience du développement de nos différents pays, la conscience pour relever les défis de notre continent. Un continent aussi éprouvé par les guerres, les crises, le chômage, la pauvreté et le sous-emploi. Si cela doit être possible, la jeunesse doit se mobiliser maintenant. Le Brazzaville International Leadership Youth Forum est considéré comme le premier grand rendez-vous international des jeunes pour une Afrique forte et unie. Se voulant innovant et pragmatique, il sera désormais organisé tous les ans. La jeunesse africaine, un atout pour le développement du continent. Précieux Masweme y croit dur comme fer. Il est à l'origine du Forum Belief et nous sommes ravis de l'accueillir. Bonjour Précieux Masweme, merci d'être parmi nous. Merci. Alors, quel bilan pouvez-vous faire de cette première édition? Tout d'abord, merci de nous avoir invités sur votre plateau de télévision pour essayer de faire le petit bilan de la première édition du Belief, qui est une réussite, on va dire modestement une réussite, et qui a permis de rassembler l'ensemble des jeunes leaders africains du continent de la diaspora. C'est pour une première qu'on ait un événement pareil, de envergure, qui a été soutenu par les gouvernements, notamment le président de la République du Congo-Brazzaville, qui croit fortement aux jeunes, qui pense que les initiatives qui sont lancées par les jeunes doivent être soutenues. Et donc les pouvoirs publics qui ont accompagné, qui ont cru en ce projet, ont voulu bien être associés à ce projet pour que ça réussisse. Et est-ce qu'on était cette première édition? Oui, parce que d'abord, organisé par les jeunes, pour les jeunes avec les jeunes. C'est une première. C'est une première qu'un événement aussi grand qui soit organisé par les jeunes. L'objectif, c'était de rassembler les jeunes, de créer une plateforme de synergie entre les jeunes africains qui permettra de passer à l'action. Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'Afrique, le développement de l'Afrique, mais le développement de l'Afrique doit venir d'abord par les jeunes, parce que les jeunes sont plus de 70%, la plus grande couche, la couche sociale la plus importante de l'Afrique. Vous avez parlé du soutien de gouvernement. Comment concrètement, par exemple, le gouvernement congolais soutient alors, l'accompagnement institutionnel, l'accompagnement politique, l'accompagnement financier, qui a permis que ça s'organise. Si le gouvernement n'est pas soutenu, peut-être qu'on n'aurait pas pu réussir. Mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, les gouvernements ont compris que la place des jeunes, les jeunes sont les véritables partenaires. Les jeunes sont les partenaires qu'il faut associer dans la prise de décision, dans la mise en place des politiques publiques. Voilà pourquoi un forum comme le Belief, pour eux, c'est bénéfique que les jeunes ont une plateforme d'échange, de partage, de dialogue. Réussir à avoir autant de jeunes leaders africains, autant de jeunes sur différents domaines, artistiques, touristiques, culturels, économiques, entrepreneuriales, venir à Brazzaville échanger sur les questions qui minent le développement de l'Afrique, c'est déjà un point positif. On a pu voir, on a rassemblé près de 1500 jeunes et plus de 200 leaders venus du continent et de la diaspora, c'était une première. Donc en termes de bilan pour une première édition, c'est une réussite. On a pu rassembler tout ce monde-là et donc on pense que désormais l'événement est lancé, la plateforme est lancée, à nous jeunes de s'en approprier et pour pouvoir relever le défi de développement. Parlant d'entrepreneuriat, je pense que c'est un combat que vous menez, développer l'entrepreneuriat des jeunes sur le continent. Je pense que la zone CEMAC, c'est un peu votre région de prédilection, vous maîtrisez un peu l'écosystème. Quelle est votre appréciation de la conjoncture économique? Est-ce que vous trouvez que les politiques mises en place par les gouvernements de la zone CEMAC sont propices justement à développer l'entrepreneuriat des jeunes? Alors déjà, rien qu'avoir la tenue du Belief veut dire que les gouvernements mettent en place des mécanismes qui permettent aux jeunes de pouvoir s'éclore, de pouvoir mettre en place leurs initiatives. Parce que si les gouvernements mettent en place des mécanismes, si les gouvernements mettent en place des plateformes qui permettent aux jeunes de s'exprimer, il n'y a rien. Donc ça veut dire déjà c'est un début. Mais effectivement, que les gouvernements, vous savez, le développement, ça prend du temps. Ça prend du temps, c'est pas en claquant du doigt qu'on arrive à développer un pays. Ça prend du temps, c'est des étapes par étapes. Il
faut la mise en place des infrastructures, la mise en place des mécanismes qui... Et comment le Forum Belief peut accompagner le gouvernement? Écoutez, le Forum Belief, c'est d'abord un cadre de réflexion, de partage d'échanges. Les jeunes feront des recommandations, les jeunes feront des propositions aux gouvernements africains dans l'ensemble qui pourront, eux, s'en approprier et appliquer. Donc, en revenant sur l'entrepreneuriat, je pense qu'aujourd'hui, c'est le secteur dans lequel le développement de l'Afrique doit partir. Il faut que les gouvernements mettent en place des mécanismes, des cadres qui permettront à ce que l'entrepreneuriat juvénile africain aille de l'avant. Que la culture entrepreneuriale soit inculquée à tous les jeunes. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays en Afrique, notamment en Afrique centrale, dans le CEMAC, les gouvernements ont mis en place des mécanismes. Au Congo, par exemple, du FIGA, le fonds d'impulsion de garantie pour les jeunes entrepreneurs, au Cameroun, au Gabon. Donc je pense que les gouvernements sont en train là de poser des bases. Mais à nous jeunes de s'en approprier et aussi d'être créatifs et de se dire qu'il ne faut pas attendre que l'État puisse faire pour nous. Il faut que nous-mêmes, que nous soyons, un, réalistes, deux, pragmatiques, et trois, qu'on ait de la force de proposition. Qu'on fasse de l'action, et pour que nous aussi, nous puissions contribuer au développement de notre pays et de l'Afrique. Alors, vous avez parlé première édition, vous prévoyez une deuxième édition. Est-ce que l'intention, c'est de rendre cette rencontre, d'en faire un rendez-vous annuel? Et bien évidemment, un rendez-vous annuel, parce qu'on s'est dit, il n'y avait pas, pour l'expérience que nous avons, on n'avait pas une plateforme qui pouvait rassembler ces jeunes chaque année pour discuter sur l'Afrique, sur les questions de paix, de sécurité, d'entrepreneuriat, d'économie numérique, de développement durable. Il fallait donc créer une plateforme de ce genre pour que les jeunes se sentent eux aussi concernés directement. Comme ça, chaque année, de même que les chefs d'État ou les dirigeants se réunissent à l'Union africaine, les jeunes ont une plateforme d'échange de partage qui font des propositions aux différents États, aux différentes organisations qui mettent en place les politiques publiques. Comme ça, désormais, les jeunes se sentent concernés eux aussi au développement de l'Afrique. À quand la deuxième édition, du coup, est-ce qu'il y a un thème choisi 2024, on se prépare. Là, on est sur le bilan de la première édition, mais d'ici quelques mois, quelques semaines, on annoncera le thème choisi pour la deuxième édition, mais ça sera en lien toujours avec les questions qui concernent l'Afrique. Et on pense que la deuxième édition va encore impacter plus la jeunesse africaine, de passer à l'action et que chacun pourra jouer sa partition. De manière plus globale, comment est-ce que le Belief est organisé? Vous êtes le président du comité, oui. Vous avez des cellules oui, comme je disais, c'est les jeunes. C'est les jeunes qui organisent. Vous avez tout vu le Belief du point A au point B, c'est les jeunes qui organisent. Il y a des cellules de communication, il y a des bénévoles qui ont travaillé, tous ces jeunes qui ont travaillé. Un grand merci à ces jeunes qui ont travaillé dur pendant des semaines pour que cet événement soit à la hauteur d'un événement international. Mais c'est des jeunes qui ont travaillé sur la communication, sur l'accueil, sur l'événementiel en tant que tel. C'est que des jeunes qui ont travaillé dessus. Et c'est vraiment une manière de responsabiliser les jeunes qui soient vraiment eux-mêmes des responsables de leur avenir, pour qu'ils se sentent concernés, pour dire que nous avons participé à un tel forum, nous avons organisé, ça veut dire qu'on peut désormais compter sur nous pour faire avancer l'Afrique, pour faire avancer nos pays, que chacun se sente responsable, chacun se sente engagé du point de vue politique, du point de vue institutionnel, du point de vue économique, que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Vous avez vu un forum qui a réuni autant de gens, Tchonyong, Youssoufa, Lénacine, et j'en passe, Stéphane Tiki. Tous les secteurs étaient représentés à un forum. Donc c'est pour nous, là, une manière de rendre d'abord hommage à la jeunesse africaine, qu'on n'en parle pas souvent trop des réalisations de ces jeunes africains, qui doivent faire rêver d'autres jeunes africains. Si un jeune africain a réussi dans un domaine, et l'autre jeune aussi peut se dire j'ai une référence pour réussir moi aussi, pour faire comme lui, et ensemble qu'on puisse faire avancer l'Afrique, parce que l'Afrique a des atouts, sa jeunesse, l'Afrique a du potentiel, sa jeunesse, et l'Afrique peut pouvoir espérer sa jeunesse pour aller de l'avant. Merci d'avoir répondu à nos questions, précieux Masweme. Je rappelle que vous êtes le président du comité d'organisation du Forum Belief. Merci beaucoup, madame. Dans l'actualité sportive, la Tunisienne Ons Jabeur a remporté le tournoi de Charleston aux États-Unis face à la Suissesse Belinda Bencic en 2-7, 7-6, 6-4. Match de revanche pour Ons Jabeur, désormais 4e mondiale, battue un an plus tôt par Belinda Bencic sur le même terrain. Elle s'arroge le trophée au terme d'un duel qui a duré un peu plus de 2 heures. Résumé de Séverin Douqueux. Ons Jabeur est la championne du tournoi de Charleston. La joueuse tunisienne a remporté la finale qu'elle disputait le 9 avril 2023 contre la Suissesse Belinda Bencic 7-6, 6-4. Briquet d'entrée et mené 5-3 dans la première manche, Ons Jabeur s'est bien battue à remonter la pente pour revenir à 5 partout. Jabeur va finalement l'emporter au tie-break 8-6.
Thank you, Charleston. This is amazing. Belinda. Merci, Charleston. C'est incroyable. Belinda, nous avons désormais toutes les deux un grand trophée et un petit trophée. Donc, tu es une compétitrice et une amie extraordinaire. Je suis tellement fière de pouvoir partager le cours avec toi et d'être à tes côtés dans autant de tournois. Share the court with you and be able to be by your side in so many tournaments. En 2 heures et 1 minute de jeu, Ons Jabeur prend sa revanche sur la Suissesse Belinda Bencic, qui l'avait battue une année auparavant au même stade du tournoi. Elle décroche ainsi, sur la terre battue grise de Charleston, son 4e titre du circuit professionnel WTA. La victoire à Charleston en Caroline du Sud permet à Ons Jabeur de gagner une place dans le classement WTA pour se hisser à la 4e place mondiale. Pour la Suissesse Belinda Bencic, 11e mondiale, le jeu de la Tunisienne était tout simplement super. Ton jeu aujourd'hui était incroyable et tu sais, je me suis dit à la fin du tie-break que peut-être c'était fait pour toi cette année et que tu le méritais absolument. Je suis très heureuse que tu sois de retour. Le tennis est incroyable avec toi et je veux avouer que c'était pénible de jouer contre toi, mais pour le tennis, tu es génial et félicitations à toi et à ton équipe. Après son élimination des tournois WTA 1000 d'Indian Wells et de Miami, la Tunisienne de 28 ans signe son retour au plus haut niveau après une courte absence du circuit en février due à une blessure qui avait nécessité une opération mineure. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.